moi, le secret, c'est de ne jamais lâcher. Savoir qui on est, qui on a toujours été, savoir d'où l'on vient, comme on dit, et ne jamais lâcher. J'aurais pu lâcher après avoir fait 6 concours, que tu as toujours été premier dans ta vie. Tu arrives, tu fais 3 concours, une année, tu échoues, 3 autres encore, une année, tu échoues, mais il y a quelque chose qui peut bloquer et tu tombes en dépression et tout. Donc, c'est garder la foi en soi et toujours donner le meilleur de soi. Parce que la foi seule, croire en ses capacités, c'est bon, c'est bien, mais donner, en fait, pouvoir ressortir ces capacités-là. Je crois que j'ai les capacités, mais si je ne les mets pas, je ne les démontre pas toutes, je les aurais, mais je ne les aurais pas démontrées, encore moins développées ou utilisées. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis bien. Notre invité de ce jour est juste exceptionnel. C'est un croyant, il est surdiplômé, il est diplômé d'école inter-État d'architecture et d'urbanisme. Il est également diplômé des écoles nationales supérieures d'architecture en France et également diplômé des grandes écoles. Il cumule à lui seul Bac plus 9 et il aspire probablement à un Bac plus 10. Il va nous parler tout au long de ce podcast de ses défis, de ses secrets et de tout son parcours qui lui a permis d'arriver à ses résultats exceptionnels. Il évolue à ce moment où le podcast se réalisait au sein d'une banque, d'une grande banque, et aujourd'hui, il évolue plutôt dans une grande firme internationale. Donc, restez jusqu'à la fin, vous aurez l'occasion de découvrir comment mieux préparer son avenir. Si vous me découvrez au travers de ce podcast, moi, c'est Distel, fondateur de Campus Diaspora et de ce podcast Parcours Diaspora qui met en lumière les expériences des personnes de la diaspora afin de nous édifier sur le parcours des uns et des autres et des retours d'expérience. Sur ce podcast, je partage seul ou avec des invités des astuces, des conseils pour pouvoir mieux s'épanouir dans la diaspora. Donc, les sujets que j'aborde ici, c'est l'orientation académique, le parcours professionnel, l'insertion académique, l'insertion professionnelle, la réorientation, la productivité, l'entrepreneuriat et divers autres domaines. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors, c'est un plaisir pour moi de recevoir Tank Lens, qui est un ami de date. Donc, il va essayer sur ce média de nous parler de son parcours, de son expérience. Et on espère qu'on va se ressortir de là tous toujours plus cultivés qu'avant. Donc, merci d'avoir répondu présent à cette invitation, à ce podcast où nous essayons de donner des conseils à la diaspora, que ce soit la diaspora aspirante, c'est-à-dire celle qui rejoint la diaspora, qui veut rejoindre la diaspora, ou la diaspora établie, c'est-à-dire celle qui est déjà là, pour nous essayons de donner des conseils, de donner en tout cas nos expériences, pour qu'ils puissent ne pas faire certaines erreurs. Alors peut-être on va juste te donner le temps de te présenter juste avant qu'on démarre. Distel, merci de me passer la parole et merci pour l'invitation sur ce média. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de partager cette expérience. Donc, s'agissant de moi, Distel l'a dit, je m'appelle Tank Lens. Je suis architecte de formation, formé à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé. Et là, je suis en France depuis 2 ans pour un master spécialisé en management de projets de construction avec un accent sur les projets internationaux. Alors, ça fait beaucoup de trucs techniques. Là, on va peut-être rentrer dans les détails parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir entrer dans les détails du parcours pour orienter les gens parce que nous aussi, on milite pour une orientation académique réussie et également professionnelle. Donc, on va peut-être rentrer un peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique? Finalement, comment est-ce que tu as réussi à construire ton parcours académique jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr, mon parcours, il est long, tumultueux, mais on va essayer de le prendre à partir du moment où il a vraiment commencé, c'est-à-dire en 2014, après mon bac. Parce que l'objectif, ce n'est pas de changer. Et c'est dans quel pays déjà? Au Cameroun. Je suis camerounais, donc j'ai vécu au Cameroun 20 années de ma vie au Cameroun. Les premières 20 années de ma vie, c'était au Cameroun. Je suis parti en 2016, quand j'avais presque 21 ans. Donc mon bac, je l'ai en 2014 en série C au lycée bilingue de Mbanga. Dans le littoral proche de Mbanga, de la Piro de Mbanga, si vous connaissez, au Vendôme Namboutou, si vous connaissez, les Bangamans vont connaître. Ils vont se reconnaître. Donc du coup, après mon bac, passionné de mathématiques, je décide de poursuivre cette passion parce que j'étais un peu un prototype pas commun parce que j'étais à la fois bon dans les matières littéraires et les matières scientifiques en même temps. Donc, je précise que tu parles anglais couramment aussi. Definitely, I speak English. There's no problem with my English. Donc, après, je pèse le pour et le contre des deux filières et je décide d'aller en mathématiques pour suivre ma passion pour les chiffres.
Donc, je m'inscris à l'université de Yaoundé, la faculté de sciences, filière mathématiques, où je fais une année et une deuxième année. Mais entre ces années-là, je passe des concours, notamment le concours de Polytech, que j'ai fait par 2 reprises. Ça veut dire qu'en faisant l'université, c'était la préparation au concours, ou bien à l'université, tu voulais poursuivre pour un master à l'université, mais c'était juste le temps de te préparer pour réussir un concours? C'était pas le temps de se préparer pour un concours, c'était vraiment de faire les mathématiques, voir ce que je peux apprendre davantage et poursuivre cette passion-là, mais à côté, un plan B, voilà, dire... parce qu'en fait, il faut le dire, les mathématiques, pour moi, étaient encore trop abstraites. L'algèbre et tout qu'on fait, les suites et tout, je me demandais toujours, mais où est-ce que je vais appliquer cela? Et c'était un des gros dilemmes parce que arrivé en deuxième année, il fallait déjà choisir la licence et après regarder le master, il faut choisir une spécificité. Donc je me disais, je vais choisir quoi pour aller faire quoi? C'était une inquiétude grandissante. Donc après avoir fait 3 concours à ma première année, Polytech, la FG et le CUS que j'ai fait, et qui n'ont pas été positif, donc je me suis vraiment installée en fac. Donc en gros, tu n'as pas réussi aucun de ces concours en gros. Et c'était assez parce que c'était dur ou c'était parce que... Je ne dirais pas que c'était dur, c'est comme composer encore avec l'idée selon laquelle il faut 10 pour passer en fait. Le concours se passe comme l'examen. C'était l'erreur avec laquelle on est parti composer. Alors le concours, tu peux avoir 18 et les Mais il y a des rumeurs qui disent qu'on ne passe pas les concours au Cameroun. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que il fallait... Je ne sais pas fait ce que les gens faisaient par exemple ou bien... Non, ça m'est interdit de façon morale et de façon religieuse aussi, c'est interdit pour moi. Donc je ne dirais pas que c'est faux. Parce que, mais je ne pourrais pas dire non plus que c'est vrai. Donc, il y en a qui ont fait et qui peuvent attester que c'est vrai. D'autres qui n'ont pas fait et qui peuvent dire que c'est faux. Donc, c'est chacun qui a sa propre expérience de la chose. Donc, moi, je dirais juste que je n'ai pas fait parce que certainement, c'était pas pour moi. D'accord. Donc, j'ai trouvé ma voie aujourd'hui et j'en suis fier. Donc, du coup, après la deuxième année, j'ai raté les concours. Donc, je me suis dit, je suis vraiment en fac. Il est mieux que je m'installe, quoi. Je fais la fac. Clairement. Mais c'est pas pour dire que je blaguais avec la première année. J'ai validé toute ma première année sans aller au rattrapage. Parce que j'ai toujours été cet étudiant sérieux. Donc, Deuxième année, je dis, je retente encore les concours parce que, voilà, je suis en fac, je le fais bien, mais je la fais bien, mais je cherchais toujours un concours au pays et tout. Je retente... C'est vrai qu'en faculté, quand même, tu réussis à valider ta première année et j'ai validé ma première année sans difficulté en mathématiques. J'avais mon groupe de travail, on travaillait, on partait dormir au campus. Parce qu'il y a certains qui nous disent qu'à l'université, on ne passe jamais, en fait, on ne valide jamais du premier coup. Ouais, mais ça, c'est l'engagement de la personne. Parce que moi, je partais pas en fac pour perdre le temps. C'est ce que tu pars en fac chercher. Moi, je ne partais pas perdre le temps. J'aimais vraiment les mathématiques et ce que je faisais malgré les inquiétudes. Un étudiant qui se concentre quand même peut... Donc, je savais que si ça ne paye pas forcément aujourd'hui, que je ne vois pas forcément où je vais aller avec ça, je sais que je le fais parce que j'aime et mon cœur y est tout au fond. Donc, je donne le meilleur de moi et après, on verra. Donc, je faisais vraiment ma fac. J'ai validé ma première année sans rattrapage. La deuxième année aussi, je l'ai fait avec toute la concentration, tout le sérieux qu'il faut. Et j'ai toujours tenté le concours, mais cette fois-ci, j'ai fait Polytech, la FGI, mais j'ai plus fait le CUS parce que le CUS en première année, c'était un peu par désespoir. Du coup, quand je fais le troisième concours, je fais le concours de lycéa, qui a été très marquant pour moi personnellement et même psychologiquement, parce que pour quelqu'un qui a fait l'école primaire comme moi, tout le secondaire jusqu'au primaire, j'étais premier de ma classe tout le temps. Arrivé en fac, tu fais des concours, tu ne passes pas, les parents qui commencent déjà à douter un peu, parce qu'il y a aussi cette pression-là. Je me souviens, j'appelais mon père, je lui disais que j'ai échoué un concours, il disait comme d'habitude. Donc c'était très frustrant. Donc je me suis donné un défi avec le concours de lycéa. J'ai dit, avec un engagement aussi religieux, on va le dire, oui, le Seigneur a fait partie de ma vie depuis, à partir de cet instant-là, réellement. J'ai dit, moi, il faut que tu me dises, quoi. Tu me dises que je peux faire quelque chose de sérieux. Donne-moi un concours, on voit un peu. Et par chance, le concours de lycéa, ce que j'aime sur ce concours, il c'est à voix A, parce que j'étais encore en première année, il c'est à voix A. Donc, on le fait en 2 phases. On fait une présélection, on choisit 100 personnes qui vont faire la deuxième phase. Je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, je veux au moins la première phase. Et là, je saurai que tu as vraiment quelque chose pour moi. Et après, on verra. Donc, c'est là, je m'inscris, je paye les trucs, je fais le concours de lycéa voix A. On sélectionne 100 personnes, je suis 27e.
J'ai fait la fête dans mon cœur et la fête avec mes sœurs et tout. J'étais hyper contente. C'est là que j'ai... Donc pour toi, c'était quand même un défi relevé aussi par rapport à... Ouais. Un défi que j'ai relevé du coup. Je me dis pour la deuxième phase, je m'en fous en quelque sorte. Que je le passe ou que je ne passe pas. Je vais donner le meilleur. Oui, je vais donner le meilleur de moi. Mais si c'est... J'avais la preuve que le Seigneur avait quelque chose pour moi. Ouais. Donc je me dis donc... Il a prévu, donc si c'est pas ça, je passe jamais à l'autre chose. Okay. Donc je m'avais composé le concours, la deuxième phase. Ouais. La deuxième phase, je rate le concours, mais j'étais toujours content. Heureux, ouais. Ouais, j'étais toujours heureux en fait que j'ai réussi. Mon nom est sorti aujourd'hui. Si vous tapez Lynx, tant que soit entendu Lynx, la liste est à 2015. Vous allez voir 27e sur 100. Quel record! J'étais quand même, bah voilà. Donc ça a été cette motivation qu'il me fallait pour continuer à aller de l'avant. Ok. Et du coup, en deuxième année, là, je fais en fin d'année, vers avril-mai, il y a un ami, très proche ami, Carlin Foka. Il m'écrit, il me dit, il me voit en fac, on faisait les mathématiques ensemble deuxième année. On réfléchit, on avait les mêmes problématiques de réflexion, on se disait qu'est-ce qu'on va faire après. Lui, il voulait bien faire la licence, mais après, il disait, je veux aussi autre chose, quoi. Quelque chose de sérieux, un concours, parce qu'au Cameroun, un concours, c'est tangible, quoi. Les parents voient ça, c'est tangible. Il me dit, donc voilà, il y a un concours là que je veux que tu fasses. Il me le dit. Hein. Et lui-même, il faisait quoi? Il faisait mathématiques. Il a fait le concours. Oui, okay. C'est mon ami aujourd'hui, il est au Maroc, il arrive en France l'année prochaine. Ok, super. Donc, il me dit, je l'ai fait l'année dernière, mais j'ai échoué. Et il me dit, mot pour mot, si toi tu fais, tu vas passer. Tu vas réussir. Je dis, bah... Sur l'instant, je ne saisis pas la phrase parce que clairement, c'était une phrase qui n'était pas, il ne savait pas lui-même ce qu'il disait. C'était une prophétie réelle qu'il me l'a. Sur le coup, je l'ai pris juste comme ça. Bah, comment tu crois? Toi, tu as fait, tu l'as passé. Moi, je suis trop qui avec. Du coup, je m'en vais faire le concours. Je me renseigne le Togo. Togo, c'est quel pays comme ça? Il est où même sur la carte? Et tu dis, c'est quel concours? L'IAMO, École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, à Lomé au Togo. Il me dit, c'est un concours de l'architecture. Il y a 3 filières et tout, l'urbanisme. Il me parle de la gestion urbaine. Je dis, bah, ok, allons-y. Je prends les renseignements. C'est là que je me renseigne en un mois. J'ai eu vent du concours avril et mai. Donc, c'est le mois où j'ai connu vraiment le concours, que j'ai préparé le concours. Je fais les renseignements, je m'envoie au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Je prends l'arrêté du concours, je regarde les pièces à fournir, l'argent. Je dis, bah, moi-même, ce concours, je vais donner tout de moi. J'en parle à une de mes grandes sœurs. Elle me dit, voilà, je vais t'aider, je vais t'assister, on va faire tout ce qu'il faut. Et entre-temps, j'avais les cours en fac qu'il faisait parce que la fac, comme j'ai dit, c'était sérieux pour moi. Donc, je voulais vraiment réussir ma fac, même si je fais autre chose à côté. C'était toujours ma priorité quand même. Donc, j'avais mes examens qui arrivaient. Je ne pouvais pas donc m'inscrire à des classes prépa. Donc, j'ai choisi de préparer le concours moi-même dans ma cité étudiante à Story City, au Parlement. Carrefour Condom, si vous connaissez à Yaoundé, à Bonas. Donc, je fais mon concours, je prépare mon concours dans ma chambre. Mais ma sœur me dit, déjà, concours comme ça, les mathématiques, tout le monde est fort, les physiques, parce qu'on me compose en 5 filières. Mathématiques, physique, culture générale, dessin et français. Ok, donc je rappelle pour tous ceux qui nous suivent que c'est également le même concours que j'ai eu à passer la même année. Voilà. Donc, je fais le concours, du coup, je prépare, je dis les mathématiques, c'est acquis. La physique, ça va. La culture générale, un peu plus. Donc, je me dis, le français aussi, comme je disais, depuis le lycée, j'ai quand même été bon dans les matières littéraires. Je dis, mais je vais accentuer aussi beaucoup ce travail-là, cette matière-là. Je prépare, je commence à traiter les projets et tout. Le jour du concours arrive, je pars, je m'assois, je compose 1 jour, 2 jours. Je composais le deuxième jour quand je composais, j'avais une évaluation le même jour en fac. Donc j'ai fini de composer le deuxième jour à 14h, je suis allé composer en fac. Donc quand je finis à l'école des travaux publics de Yaoundé à Mélène, je traverse de la rue pour aller, je passe par le CHU pour tomber à Ngouaikele, je m'assois, je compose comme si de rien n'était. Sur le chemin, je dis, c'est fini, j'ai composé, j'ai donné le meilleur de moi, après on verra. Et c'est le seul concours que je me rappelle, après avoir composé, je n'y ai plus pensé du tout. Plus pensé, j'ai oublié le concours en fait. Donc, je fais ma fac. Après ma deuxième année, on arrive en juillet, août. Juillet, l'année est finie. Donc, j'ai réussi tous mes trucs. J'ai pas de rattrapage. Donc, je suis libre. Parce que je crois qu'on composait les rattrapages fin juillet, début août encore. Mais moi, j'ai fini en début juillet. J'avais pas de rattrapage. Donc, j'avais les vacances pour moi, préparer la 3e année parce que je commençais déjà à réfléchir. 3e année, je vais faire quoi? Mon mémoire va parler de quoi? Quelque chose comme ça. Je vais chez mon oncle, je m'installe chez mon oncle pour les vacances à Yaoundé. Donc, c'est les vacances à notre époque. Donc, on n'y avait pas de voyage dans une autre ville et tout. Je m'installe chez mon oncle. Donc, je quitte Bonas pour Médan. Ok. Donc, je m'installe chez mon oncle. Deux quartiers très proches. Très proches. J'y fais 1 mois.
Fin août, les résultats de l'EAMO sortent. C'est un ami qui m'appelle pour me dire que j'ai reçu le concours de l'EAMO parce que moi, je n'avais plus rien à faire. Je n'avais pas la tête à ça. Il m'appelle, il me dit, Lynx, waouh, tu as eu le concours premier parmi les 14 pays de tous les hameaux, premier des premiers, 16 et demi de moyenne sur 20. J'étais étonné, j'étais étonné. Ce jour-là, je ne savais pas. Un record, hein, je précise que c'est un record en termes de moyenne au concours, hein, parce que c'est un concours où on affiche les notes de tout le monde en fait. Que vous ayez échoué ou pas, votre note sera affichée. Du coup, je n'en revenais pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'une de mes plus fières réussites. Mais là, quand tu expliques ça comme ça, j'ai envie de dire, c'est une information qui a tout débloqué la situation. Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent leur baccalauréat ou finissent leur cycle secondaire et ils se disent, je pars où ils ne savent pas où aller. Est-ce que finalement, il ne devrait pas avoir quelque part une maturité dans ce sens-là de préparer son avenir après le bac dès le secondaire ou alors on n'est pas assez mature? Absolument, absolument. C'est une responsabilité personnelle. C'est juste qu'au Cameroun, on est un peu encore trop petit dans l'esprit, dans la recherche personnelle pour soi au lycée. On grandit avec cette habitude qu'on va en classe supérieure. Et la fin du lycée, le baccalauréat, c'est vraiment le coup de sonnette qui dit, bah voilà, il n'y a plus de classe supérieure. Ce qui fait que pour beaucoup, la fac, c'est la classe supérieure après le bac. Donc, c'est une responsabilité personnelle que beaucoup encore au Cameroun. Un enfant, je ne veux pas faire la comparaison de façon cynique, mais un enfant en France à 17, 15, 16 ans connaît déjà ce qu'il veut. Ce qu'il veut faire. Au Cameroun, à 15 ans, bah, on est encore soit en seconde, terminale, première, et c'est quand on arrive en terminale que voilà on se demande qu'est-ce qu'on peut faire du coup. Moi, je dis ça parce que moi, je le cache pas. Hein. J'étais en fait l'étudiant là qui donnait à mes amis les concours qu'ils pouvaient faire. En fait. Ça veut dire quand il y avait, on me demandait qu'est-ce que je veux faire, par exemple, être médecin, quels sont les concours que je peux faire. Je veux être juriste, quels sont les concours que je veux faire en fait. Parce que moi, en fait, ce qui a aussi fait ma part, c'est que moi, j'avais toutes les informations sur les écoles qu'on avait lancées. Moi, je tente le concours de l'EAMO étant encore en terminale. Hein. Ah ouais. Ah oui. Donc, pour montrer à quel point j'avais une vision sur les concours, mais encore cachée parfois, de ceux qui sont déjà à l'université. Ok, donc c'était juste une parenthèse. Non, c'est intéressant. Ouais, non, mais l'information, c'est important dans la construction du parcours d'un étudiant. Et au-delà d'être la responsabilité des parents, de découvrir l'orientation, le talent en quelque sorte, l'aptitude de leurs enfants pour pouvoir les orienter. Il y a aussi une responsabilité qui est personnelle à l'enfant lui-même, de chercher par lui-même ce qu'il veut faire. Bien sûr. Que pour moi, c'est ce qui nous manque encore dans notre pays. Mais avec la modernisation, j'ai envie de dire, le numérique, l'accessibilité, le souci sera plus de la volonté de chercher parce que le moyen de trouver ne va plus manquer. C'est la volonté de chercher. La volonté de chercher, ouais. La volonté de chercher. Aujourd'hui, Internet, il y a tout dedans. Oui, il y a tout. Aujourd'hui, avec un seul mot-clé. Manquer l'information aujourd'hui n'est plus ce n'est plus une excuse en fait. Ce n'est plus une excuse que je ne savais pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe plus aujourd'hui. Mais il y a beaucoup, hein, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup qui ratent aujourd'hui leur avenir. J'utilise ce terme brutal parce que c'est la vérité. Hein. Il y a beaucoup qui ratent leur avenir parce qu'ils ne sont pas informés. Tout à fait. Là, on va dire à qui la faute. Ce ne sera certainement plus celle des parents parce que 18 ans passés, le bac, déjà, tu es quand même supposé te prendre en charge. Donc voilà, moi, après 2016, ce soir-là même, quand j'apprends que j'ai reçu le concours, mon oncle me donne 100 000 francs. Demain, tu vas faire le passeport. C'est là que je me rends compte que c'est sérieux, quoi. Sérieux? Tu vas voyager là. Je vais entrer dans l'avion. Ah oui. Je précise que c'est un concours de bourse. Hein. Ça veut dire que c'est un concours, quand tu réussis, ça veut dire que tu as obtenu la bourse du gouvernement camerounais. Et pour moi, il n'y avait pas de tergiversation parce que j'étais le premier du concours. Donc, s'il y a la bourse à quelqu'un, c'est à moi qu'on donne. Donc, je n'avais pas à réfléchir s'il faut attendre la liste d'attente ou bien quoi. Non, je savais que même si on prend une personne, c'est moi qui ira au Togo. Mais ça veut dire que si tu dois donner un secret finalement à un étudiant, là, comme ça, avant de poursuivre en fait sur ton parcours, quel est ton secret pour avoir réussi ce concours étant premier? Ou alors pour avoir réussi tout simplement ce concours-là? Pour avoir réussi tout simplement, je vais donner deux conseils. Donc, pour avoir réussi tout simplement, le secret, c'est de ne jamais lâcher. Savoir qui on est, qui on a toujours été, savoir d'où l'on vient, comme on le dit, et ne jamais lâcher. J'aurais pu lâcher après avoir fait 6 concours, que tu as toujours été premier dans ta vie. Tu arrives, tu fais 3 concours, une année, tu échoues, 3 autres encore, une année, tu échoues, mais il y a quelque chose qui peut bloquer et tu tombes en dépression autour. Donc, c'est garder la foi en soi
et toujours donner le meilleur de soi. Parce que la foi seule, croire en ses capacités, c'est bon, c'est bien, mais donner, en fait, pouvoir ressortir ces capacités-là. Je crois que j'ai les capacités, mais si je ne les mets pas, je ne les démontre pas toutes, je les aurais, mais je ne les aurais pas démontrées, encore moins développées ou utilisées. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis bien, ma fac, je ne blaguais pas avec ma fac. J'étais en fac et je voulais faire les concours. Je n'avais pas avec la même priorité. Ces deux périmètres là dans ta tête. C'est pas que parce qu'il y a plusieurs également pratiquement qui sont en fac et ils continuent en fac, ils savent pas où ils partent. Exactement. Mais donc tu avais quand même toujours en te disant la fac est là, mais la priorité c'est réussir les concours dans une école de formation. Avoir deux objectifs qui n'ont pas besoin de se challenger l'un comme l'autre et les garder comme des objectifs prioritaires. Encore que l'un n'empêche pas nécessairement l'autre. En continuant en fac, j'acquiers des compétences, des connaissances qui m'aideront toujours à valider mes projets. En mathématiques au concours, j'ai eu 18 parce que je faisais les mathématiques aussi. C'est vrai que c'était pas les mathématiques au niveau 2, mais c'est toujours cet engouement-là et tout. J'ai pas perdu les notions du lycée. Maintenant, pour avoir reçu le concours comme premier, je ne pense pas que c'est quelque chose de... Je vais spiritualiser un peu pour... Je suis désolée, mais il le faut. Je ne pense pas que là, c'est un mérite qui me revient. Parce que réussir en soi, c'est bien, mais réussir avec le rang, après, tu ne sais pas forcément contre qui tu compétis, en fait, pour savoir que lui, je le dépasse ou quelque chose. Donc, c'est purement la grâce qui était la mienne, dont j'avais besoin à cet instant-là, qui m'a été accordée. Donc, ça ne vient pas de moi. J'ai donné ce que je pouvais et par la grâce, c'était suffisant pour avoir le concours. Il y a certainement des gens qui auraient pu passer le concours la même année-là que moi. Bien sûr. Et qui auraient pu, il y a un certain Takungan que je n'ai jamais rencontré de ma vie, mais avec qui j'ai fait les préparations de concours du Polytech la première année à Intelligence Corporation à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé, je fais les concours, je m'inscris au prépa Polytech avec Intelligentsia. Il y a un qui était toujours premier au concours, Takungan. Je ne connais pas à quoi il ressemble, je vous assure, mais son nom, je ne l'oublierai jamais. S'il avait fait le concours avec moi, c'est clair que c'est évident. Donc, c'est pour ça que je dis, cet aspect-là, ce n'est pas... C'est pas toi qui décide, Je ne peux pas me l'attribuer, donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Et continuons à ton parcours, en tout cas, être très intéressant. Quand tu as ton passeport en main, qu'est-ce qui se passe pour la suite, en fait? Mon passeport, quand j'ai mon passeport, voilà, le Togo, je me rends compte le visa, il n'y a pas besoin de visa. Il faut que j'aille chercher l'attestation au ministère pour avoir... Donc, il n'y a pas de procédure de demande de visa à faire. Donc, c'est facile. Donc. Mais là, il faut mobiliser quand même la famille parce que c'est un pays étranger. Je ne connais personne. Je n'ai jamais personne. Je n'ai personne au Togo. Mais ma chance, un peu, c'était que ma sœur avait fait un tour. Donc, elle connaissait un peu comment ça... Ma grande sœur était partie un an avant. Donc, elle connaissait la vie au Togo, elle m'a dit c'est comme Douala, il n'y a pas de souci à se faire. Et je suis arrivé, j'ai constaté que c'est comme Douala, quoi. C'est ça. Et au niveau de vie, c'était encore un peu moins. Donc, il fallait rassembler l'argent, un certain montant pour arriver, le billet d'avion et tout. C'est là que mon père a été quand même d'une aide intéressante et particulière. Trouver le billet d'avion, mobiliser la famille et tout, et voilà. C'est comme ça que le voyage n'a pas vraiment été compliqué pour moi. Mais j'étais quand même stressée parce que moi, ma famille n'était pas vraiment cette famille, des genres de famille minimumement fortunée, tu vois. Donc, je suis arrivée au Togo à la deuxième vague. Donc, il y avait toute une vague des gens, parce que quand on a reçu le concours, nous tous, on était dans les mêmes groupes, dans les groupes de préparation et tout. Il y avait qui avaient déjà leur billet pour la première vague. Moi, je suis arrivée pendant la deuxième vague. Je crois qu'on avait voyagé ensemble, si je me souviens. Donc, il y avait des gens qui étaient déjà partis. Donc, quand tu vois un peu les gens qui sont déjà partis avant toi, il y a un peu cette angoisse, ce stress un peu. Et surtout qu'avec le système de l'école, dont je ne parlerai pas ici, c'est pas l'objet. Ils ne pouvaient pas être connectés pour répondre à mes préoccupations, mais j'avais des questions et je pouvais parler à certaines. Je voulais les poser à des gens, mais ils n'étaient pas toujours disponibles. Donc, du coup, il fallait un peu garder le mystère pour que toi-même tu viennes découvrir. Donc, c'était un peu des frustrations, mais sinon, il n'y a eu rien de mal. Rien de vraiment compliqué. Donc, moi, je suis... Et 5 ans à Togo, 5 ans, quel est le bilan de ces 5 années en architecture? Si en une minute, quel est le bilan de ces 5 années? En architecture, le bilan est juste... En un seul mot, il est exceptionnel. Culturellement, il est magique. Donc, tu recommanderais aux étudiants qui nous regardent de faire le concours de l'EAMO, École africaine des métiers de l'architecture de l'urbanisme? Non seulement je le recommande, mais j'insiste, je persiste, je double recommande, même si je peux le dire. Et s'il fallait choisir entre l'ICA, parce que tu as quand même été présélectionné à l'ICA. L'EAMO. S'il fallait choisir entre l'ICA et l'EAMO. Et l'EAMO. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y avait pas de choix à faire. Si j'avais eu les deux concours en même temps, je n'aurais pas le choix. Parce que, d'abord, voyager, sortir du Cameroun un peu, donc c'est le truc de plus encore. Et après, l'architecture, rien que le nom de la profession, c'est
C'est un métier noble, Ok. un métier que j'aime beaucoup, même si aujourd'hui je n'exerce pas vraiment en tant qu'architecte. Alors, C'est un métier qui fait toujours parler. plaisir. Qui fait toujours plaisir à mettre dans le CV. Donc, bilan, Alors, il est exceptionnel. Alors, finalement, la passerelle, c'est en 2021 que tu rejoins la France. Oui. La passerelle, comment est-ce que ça se passe pour que tu décides un matin? Est-ce que tu avais prévu venir en France continuer ou alors Absolument pas. est-ce que tu avais prévu rentrer? En fait, le déclic il est à quel niveau pour que tu décides de venir en France? Alors, déjà, je n'avais pas prévu rentrer au Cameroun, il faut être clair. Ok. Je n'avais pas prévu rentrer au Cameroun. Donc, le gouvernement t'a envoyé fréquenter, tu es boursier du gouvernement, Oui. mais dans ton plan, c'est pas de rentrer directement au Cameroun. On serait toujours reconnaissant au gouvernement Ok. camerounais pour cette initiative-là parce que, mine de rien, ça permet à certaines personnes d'avoir des opportunités Ouais. merveilleuses. D'accord. Aujourd'hui, j'en suis là parce que le Cameroun avait permis cette opportunité. C'est ça. Donc, j'en serai toujours reconnaissant au Cameroun. Il n'y a aucune pierre que je peux lui jeter à ce sujet. Mais c'était que, voilà, j'avais pas encore suffisamment de choses pour rentrer avec, Ouais, bien sûr, faire avoir ce que tu veux faire. l'impact que je veux avoir dans le Cameroun. C'est quand même prévu. C'est prévu, absolument. Ok, d'accord. Ça se passe là-bas, ça se passe ici comme un petit pays. C'est là-bas que ça se passe. Donc, je disais, donc le plan, c'est ne pas rentrer au Cameroun, mais aller où? C'est là où j'ai toujours aimé l'anglais. Ok. Parce que j'avais un objectif quand je grandissais. Je ne veux pas pouvoir faire quelque chose un jour et je ne le fais pas parce que la langue. Ouais. Ouais. C'était clair dans ma tête. Je ne veux pas qu'un jour la langue soit une barrière pour moi. Et donc, l'anglais, je me lève. En 2020, Je précise déjà, que tu parles plusieurs langues, hein, c'est pas ouais, que... j'en parle 4. En Ok. 2020, déjà, je me dis, je parle anglais, mais je n'ai pas la preuve que je parle anglais. Je me lève, je vais au Ghana, composer le IELTS, International English Language Testing System. Je m'en vais au Ghana, un pays que j'ai jamais visité. J'arrive chez un ami de mon père, il me reçoit, il me voit parler anglais, il me dit, tu as appris où? Parce que lui, il est anglophone. Ok. Mais quand je parle anglais avec lui, et moi, j'ai pas grandi en section anglophone, il me dit, il appelle mon père le soir, ton fils a appris l'anglais où? Ton fils a appris Ça veut l'anglais dire que là, où? c'est quand même une leçon de vie. Hein. Ça veut dire qu'il faudrait tout faire pour que la langue ne soit pas un obstacle dans ta Tout vie faire. académique ou professionnelle. Oui, Ok, absolument pas. super. Je compose mon test, j'arrive devant la dame, le test se compose en 4. Je vais un peu en parler parce que c'était vraiment aussi intéressant. On compose en reading, listening, writing et speaking. Ok. Les 3 autres sections, c'est sur écrit papier, mais Ok. le speaking, c'est en entretien. Ok. J'arrive devant la dame, quand elle m'écoute parler, elle me dit, ben, où est-ce que tu as appris cet accent-là? Ça sort d'où? Je dis, bah, madame, moi-même, je ne saurais pas trop vous le dire, mais je dirais que c'est par la télé. Tous ceux qui me demandent où j'ai appris l'anglais, je ne peux leur dire que par la télé. Je n'ai jamais fait de cours d'anglais quelque Ok. part. Je n'ai jamais fait de classe spéciale pour l'anglais. C'est juste que j'ai voulu, je m'y suis donné et j'ai Ok. aimé ce que j'entendais et je voulais D'accord. parler de la même façon. Donc, je compose. En anglais, j'ai eu 7 sur 9. Ok. Une première fois, jamais avoir fait de test et tout. Je repars au Togo, je prépare mon mémoire d'architecture. Je rentre sur Lomé. Et tu avais travaillé sur quoi, sur ton mémoire d'architecture? Mon mémoire portait sur une maison du livre parce que j'ai toujours eu, comme je disais, cet aspect littéraire un peu malgré mes talents de scientifique aussi. D'accord. Donc, mon mémoire, j'ai voulu rendre hommage quelque part à cet outil, le livre qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Ok. Donc, j'ai fait une maison du livre qui était composée de trois principaux bâtiments. Ok. Donc, une maison d'édition pour les auteurs africains et camerounais, Ok. une bibliothèque pour les lecteurs de tout le monde entier et également un musée. C'est un projet que tu comptes réaliser, bien c'était juste, tu as quand même ça en tête quelque part ou c'était... Pas vraiment compté réaliser, mais si l'occasion se présente Pourquoi un pas? jour, je pourrais Ok. parce que je connais un peu aujourd'hui les rouages, parce que si on prend pour faire évoluer la filière du livre, on ne peut pas prendre un seul acteur, il faut prendre les 3. Parce qu'il faut quelqu'un qui produit, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui produit et publie et quelqu'un qui consomme, qui C'est lise. ça. Ok. Si on prend juste la promotion des livres sans avoir préparé la Préparer destination, ok. la chaîne, elle est rompue, elle est ouais. rompue. Donc, c'est ça que je voulais préparer, prévoir un endroit qui peut assurer Ok. les 3 fonctions en même temps. C'est bien. Donc, mon mémoire, je le soutiens avec un peu de fracas parce que j'ai préparé, parce que le projet de voyage, c'est pas quelque chose qu'on fait après avoir fini en Voilà, juillet. on anticipe. Donc, on anticipe Ok. et longuement. Donc, parce que Campus France, par exemple, on le fait en novembre pour voyager en septembre l'année prochaine. Donc, j'avais déjà ça en tête et je cherchais les écoles. Mais jusqu'en février, le dernier délai pour déposer en France, sans tas, comme je ne déposais pas le concours, je ne déposais Ok. pas à Campus France. C'est le dernier jour qu'il me croise en route, il me dit pourquoi tu n'as pas déposé. Je lui dis bah, j'ai autre chose, je vais déposer en Suisse plutôt et en Thaïlande. Il me dit bah non, viens. Il me prend la main à Lomé, à Ok. Ida Oba, il me prend la main, il m'amène devant le guichet, tu vas payer
les 50 000, tu vas payer les 60 000 de Campus France. Ici, je vais voir. Ok. On voit, il faut d'abord assurer la France, d'aller chercher ailleurs. Parce que j'ai postulé, l'année là, j'ai postulé en Thaïlande. J'ai eu une bourse partielle de 50% pour aller faire un master en management de projet de construction parce que c'est Ok. quelque chose que je voulais faire depuis. D'accord. Donc, j'ai cette bourse partielle, mais les 50%, ce n'est que 10 millions. Donc, je dois Ouais. encore cotiser 10 millions. Ouais, c'est quand Sachant même d'où lourd. je Ouais. viens, je dis, on n'en parle même pas à la famille. On n'en parle même pas à la famille. Parce que je dis, ça ne peut pas, Ouais, ils ne ouais. pourront pas. C'est lourd. Je postule en Suisse, je dis, voilà, il faut pas vraiment, c'est la bourse, soit elle est totale, soit tu n'en as pas et tu ne viens pas. Je mets tous mes espoirs sur la Suisse et tout. Mais mon ami, Taka me dit, mon frère même me dit, non, il faut déposer en France. On part d'abord là. On assure d'abord la D'abord, France. quelque part avant Et de... c'est là que, voilà, je voulais aussi aller en France. Et c'est là qu'est venue un peu parce que j'avais bien ouvert mon dossier sur Campus France. Je l'avais fait tout. Le moment de payer, il fallait juste que j'aille payer, quoi. Ok. Et c'est comme ils savaient parce qu'on travaillait ensemble, les dépôts, choisir les écoles et tout. Donc même mon choix d'école était un peu désinvolte, je vais le dire. Et c'est là que je paye et tout. Mais entre-temps aussi, j'avais postulé à Londres dans une université à Bristol. Donc je postule et ils me donnent une admission également partielle, avec Ok. une bourse partielle de 50% où je dois payer encore 5 000 pounds, donc quelque chose comme 6 millions, 7 millions de francs CFA. Je dis, jusque-là, Ça ne va pas. je peux pas. Mais c'était toujours en management de projet de construction. C'est Ok. quelque chose que j'ai toujours Voulu faire. Ok. J'ai voulu faire. Donc Qui ton est pas- projet d'études était quand même bien clair. bien clair en fait. Oui. Ok. J'ai fait mes entretiens en anglais, j'ai fait tous mes tests et tout en anglais, je les ai réussis. La dame, même juste, je crois même après que j'ai dit que je ne venais pas, elle continue à m'écrire, on te Ok. veut et tout, voilà. Mais je lui ai dit, je suis en France, donc je vais le faire ici. Donc, c'est là, je finis ma soutenance, j'ai mon admission Campus France. Et là encore, c'était quelque chose de merveilleux, tellement bien. Parce que Campus France, c'est 7 choix, n'est-ce pas? Ok. Moi, je fais mes 7 choix. Je m'assois, je dis au Seigneur que tu sais que j'ai mon mémoire à faire. Si tu ne me donnes pas la première réponse, quelle est admission, pour que je me concentre sur mon Sur le mémoire, mémoire. ça va chauffer, très grave. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des refus, il y a des gens qui ont eu des acceptations dernière école. Ok. Donc, tu te rends compte de stress, Ouais. première école, refus, deuxième, troisième, quatrième refus, tu peux même perdre l'objectif de ton mémoire. Parce que moi, je n'étais pas vraiment avancé. J'ai toujours été quelqu'un qui aime le retard. Bien sûr. École d'archi pure, donc. Je dis, je veux première réponse, accepter, pour que je sache que voilà, je pars déjà Ouais. en France et je me reconcentre. Du coup, Bordeaux, l'école de Bordeaux, l'école nationale d'architecture et l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Premier entretien, première réponse d'école, acceptée. Positif. Je ferme Campus France, je Là, mets de tu côté. sais que ouais. Et voilà, j'ai dit que je vais revenir en juillet quand j'aurai fini mon mémoire. Donc mémoire. là, mon mémoire, c'est là que je te démarre parce que concentres. j'étais à peine à 50%. Ok. Fin mai, le 25 mai, j'ai eu mon acceptation, j'ai fermé Campus France. J'ai dit, j'ai travaillé mon mémoire en 2 mois, vraiment. J'ai recommencé, j'ai refait tout, repris Des là où je choses, m'étais arrêté avec le sérieux parce que j'avais déjà là où je partais. Il y avait encore la question financière à réfléchir. Mais finalement, là, on a quand même plusieurs pays. Il y a la Thaïlande, il y a la Oui. Suisse. Mais vous savez que le plan A, c'était quoi en fait? Le plan, la c'était France ou non, l'Angleterre. Définitivement L'Angleterre, ok. D'accord. Définitivement l'Angleterre. Pour les opportunités, la langue, Ok. l'accent et tout. Donc c'était l'Angleterre. Quand Mais là, l'Angleterre aujourd'hui, tu es en France. Est-ce qu'il y a des visées toujours en Angleterre? Oui, j'y vais le mois prochain. Il y a des visées, il y a des Ok, visées. ok. Oui, ce n'est pas, le plan n'est pas, on n'est pas en France pour rester, quoi. Bien sûr. Donc, on va aller après rentrer au Cameroun. Donc, le plan est toujours là. Donc, après l'Angleterre, je leur dis, je ne peux pas. J'ai cherché des bourses, j'ai contacté des organisations qui n'ont pas pu me soutenir. Donc, j'ai dit, le plan... Et en à France, l'enfant- est-ce que tu as eu la bourse? Alors, pourquoi la France finalement La est-ce que tu as eu la France, bourse déjà, en parce France? que c'est la France. C'est... commence par la France, quoi. Commence par la France. Ok. Et en tant que Camerounais francophone, il n'y a pas meilleur pays, je vais le Destination, dire, ouais. meilleure destination que la France. Parce qu'il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a tout ça. Mais la France reste quand même une destination de choix aussi, une destination privilégiée quand Ouais. même. Donc, parce qu'il n'y aura pas les soucis de langue, les soucis d'intégration, les soucis de tout. Bien sûr. En Belgique, ils n'ont pas les soutiens de l'État, ils n'ont pas les soutiens de l'État Ouais, comme nous, on en ici, a ouais, ici. ouais, bien sûr. Apparemment, la France est parmi les premiers pays Oui, tout à fait. qui est reconnu pour son côté social. Hein. Social, tout Ouais. à fait. Et j'aime particulièrement ce côté social. C'est ce qui me fait, c'est ce que j'apprécie vraiment en France Ouais. aujourd'hui. Le social, il y en a et c'est intéressant. Le social, malgré l'hypocrisie, mais il y a quand même du social. Donc voilà, je dis à Londres, repousser en Angleterre, je dis repousser mon admission à l'année prochaine. Je vais aller en France travailler l'argent pour Et avant de venir voir. financer mon école, mon programme.
Ils me disent d'accord, on m'envoie la lettre de report d'admission. On me dit tu peux même déjà commencer tes demandes de visa avec, même si c'est pour 1 an, savoir exactement ce qu'il faut pour le visa. Je dis bah parfait. Je reprends, je réouvre quand je soutiens mon mémoire, mention bien. Je me reconcentre sur la France. Il faut faire les procédures. Par chance, j'étais au Togo. Au Togo, en Afrique de l'Ouest, les procédures Campus France sont nettement plus faciles qu'en Afrique centrale. Donc, je fais toute ma demande. Je dépose mon visa le 14 août. Le 18 août, j'ai mon visa. Et 4 jours. 4 jours. 4 jours, je dépose et tout. J'ai mon visa. Parfait. Je le prends. Et après, 1 semaine, dans l'avion, je prends... et là, tu arrives à Paris. Comment tu te sens finalement? J'arrive à Charles de Gaulle. Et comment tu te sens quand tu arrives à Paris? J'y suis. La première chose que j'ai dit, j'y suis enfin. Ok. Est-ce que depuis finalement ton lycée, est-ce que tu avais eu un jour, tu avais imaginé un jour que tu devais être à on l'a tous. L'étranger, c'est certain. Paris, on a tous voulu voir le métal. On a tous voulu voir la Tour Eiffel. Donc c'était là, c'est juste que à part ça, à part le côté fun et tout qu'on cherchait, on savait bien, on n'avait pas l'envie d'y vivre, donc il n'y avait pas ça, mais c'est venu avec le temps. Donc j'arrive à Charles de Gaulle, à Roissy, je me suis même d'abord perdue, parce que j'ai voyagé seule. Ma tante m'attendait, mais elle était de l'autre côté du terminal, elle était dans un autre terminal, donc moi j'étais au terminal 2, elle est au terminal 1. Donc on a fini par se retrouver, je rentre. Coup de tonnerre, venir en France pour un membre de la famille, pour certains, ça peut bien marcher, mais 80% des cas, ça se finit en clash, en déchirure, Aujourd'hui, ma tante ne me parle plus. On a eu nos problèmes que je ne vais pas étaler ici. J'ai commis mes erreurs de jeune, mes erreurs de nouveau venu en France, et elle a commis ses erreurs de... Je ne veux pas dire mentalité parce que c'est quand même mon aîné, mais ses erreurs de préjugés. Il vient du trou en Afrique, il ne connaît pas comment ça marche ici. Le Cameroun, c'est la poubelle et tout. Le Togo, c'est la brousse. Il va encore à Bordeaux, le Togo, c'est la brousse. Donc, sans moi, il est perdu. Donc, ces préjugés-là et tout, on s'est déchiré un peu comme la corde familiale s'étire. Et finalement, comment tu t'intègres dans tout cet environnement-là? Comment tu réussis à t'intégrer? Est-ce que c'était difficile, l'intégration? C'était difficile au début, mais ça... vu d'où on vient, on n'a pas été dans un pays, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, donc on savait s'adapter et tout. Donc quand elle me laisse, je quitte chez elle, je passe par Perpignan, je fais 3 semaines à Perpignan chez un frère avant de venir chez un grand frère, avant de repartir par Bordeaux. Et encore là, c'était... Et aujourd'hui, et quelle est la transition? Aujourd'hui, tu fais comment pour être à la banque aujourd'hui finalement? Ah, BNP Paribas. Immobilier, real estate. Donc après, quand je finis mon année à Bordeaux à l'école d'archi, parce que là même encore, j'avais pas fini. Donc en février, il faut déjà prévoir l'année d'après. Donc c'est toujours, il faut avoir au moins 6 mois d'avance quand tu vis en France. Toujours cet écart de 6 mois, sinon parce que 3 mois ça passe. Donc en février, je commence déjà à chercher l'école pour l'année prochaine. Jeudi, je suis en France. Mon management de projet de construction que je voulais faire depuis. Que je cherche une formation là, je cherche des écoles, je cherche des écoles qui le font. Je tombe sur CESI, école d'ingénieur, donc de Paris à Nanterre. Je dis je postule. Je vois ils ont 4 options: ferroviaire, projet urbain et projet international et projet construction durable. Quand je vois international, mes yeux s'éblouissent. Donc je ne réfléchis pas à ce que les autres font. Je choisis projet international et je passe mon entretien, j'ai mon admission et basta après. Et là, c'est toujours de l'architecture ou pas finalement? C'est pas de l'architecture, mais c'est après l'architecture. Donc, c'est toujours de la construction. Donc, on reste toujours dans le domaine du BTP, du bâtiment, en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose qui est très proche de l'architecture. Finalement, c'est une orientation qui peut guider le parcours de tous ceux qui sont déjà architectes et qui veulent avoir une voie au-dessus. Dans ma promotion, donc, nous sommes 2 archis en international, mais avec toute la grande promotion. Et la filière s'appelle comment exactement? Master spécialisé en management de projets de construction. Maintenant, une option, projet international. Super. Donc, on fait des projets, on étudie des projets de gaz, de routes, de tout. Donc, ce n'est pas juste la construction de bâtiments, construction d'infrastructures, que ce soit les infrastructures gazières ou bien ferroviaires ou bien même routières et tout. Et le bâtiment principalement aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand j'ai mon admission à l'école, c'est une école en alternance. Donc, l'alternance, je crois si vous suivez la chaîne, vous saurez ce que c'est une alternance en France. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Il faut trouver l'entreprise.
Entre-temps, je vais à Séville pour mon stage de l'école à Bordeaux, en Espagne. Donc, je dois faire 2 mois en Espagne en stage avec Architecture sans frontières, un stage qui m'a beaucoup appris, du coup. Je travaille sur une politique des réfugiés et tout. En Espagne, c'est l'Espagne, c'est l'espagnol. Oui, c'est l'espagnol. Donc, je travaillais en espagnol et en anglais. Parce qu'il D'accord. faut le dire, les Espagnols parlent anglais très bien. Super. Donc, j'avais la possibilité de parler avec l'anglais que je maîtrisais déjà bien et apprendre aussi l'espagnol en même temps. Donc, mon encadreur José, aujourd'hui, on est en contact toujours. Donc, on parle parfois en espagnol, parfois en anglais. C'est juste merveilleux de pouvoir switcher entre 2 langues. Voilà, et après ça, je cherche l'entreprise. Depuis Séville, je passe des entretiens. L'alternance, c'est quelque chose aussi vraiment je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce que il y a des conseils sans discuter, j'aurais pas eu mon alternance. Donc, je passe mon alternance, je postule, je vois un poste BNP, il cherche un manager de projet junior, projet à l'international, les yeux scintillés. International, projet de construction, je suis dedans, quoi. Je fais mon entretien, donc le premier entretien avec la RH, parce qu'il y a 3 entretiens en général, je fais avec la RH. Okay. Ça se passe bien. Elle me fait passer au manager, la personne vraiment qui a besoin d'un alternant, d'un assistant. Okay. Donc, je fais l'entretien tellement bien aussi. Quand je parle anglais devant elle, ma manager, elle est cambodgienne. Est-ce que tu peux dire finalement que c'est l'anglais qui a fait qu'on te recrute? Elle me l'a dit. Okay. Elle me l'a dit, Lance, il y a 2 choses qui ont déterminé dans ton parcours. Ce n'est pas ton CV, c'est ton anglais et ton diplôme et ton profil d'architecte. Parce que dans notre équipe, aujourd'hui, il y a plusieurs profils. Il y a des génies civilistes, option bâtiment, et génie civil, le bâtiment et civil, les routes et tout. Okay. Donc, après, il y a des analystes en développement qui ont fait des écoles de commerce. Il n'y a pas il n'y a pas 2 personnes qui ont le même background dans notre équipe de 8 personnes en présentiel où je travaille. Donc, il n'y a pas. Donc, la diversité qu'ils cherchaient, c'était l'architecture. En fait. Donc, il y avait quelque part, ajouter un diplôme en plus d'un diplôme de base, ça peut toujours être une façon de se démarquer dans le monde professionnel. Tout à fait. Tout à fait. Les diplômes, j'ai envie de dire qu'on n'en a jamais vraiment assez tant qu'ils sont cohérents et qu'ils se suivent et qu'on comprenne la logique derrière la chose. Aujourd'hui, j'ai un bac plus 9. Je suis tentée d'arrondir le chiffre à 10 en faisant un autre master en immobilier vraiment parce que je suis entrée à BNP. Donc, quand je passe mes entretiens, je passe avec la manager, je précise que tu as eu plusieurs alternances. Hein. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont sollicité j'ai te recruter. Donc, c'est ça. J'ai fait Turner & Townsend, ils m'ont donné l'offre que j'ai dû décliner. J'ai fait aussi une offre chez Etex que j'ai dû décliner aussi parce que BNP avait déjà... la banque là. Donc, et à BNP même, voilà encore une autre pas de fois que j'ai dû faire parce que je n'avais pas encore l'offre à BNP, mais j'ai décliné les autres. Parce que les autres me mettaient de la pression. Je leur dis, je suis arrivée au bout. Mais je dis, BNP, je le sens bien parce qu'il m'avait dit quand même qu'il y avait un autre candidat qui avait presque le même profil comme moi et qui était en dernière liste et tout. Donc, j'ai décliné. J'ai dit, je vais le faire. Je vais décliner là-bas et... Prenez vos formations pour décrocher l'alternance. Quand je décline le lendemain, BNP m'appelle, c'est toi qu'on a choisi, tu es juste merveilleux, on t'a pas encore rencontré, tu es juste merveilleux, on veut travailler avec toi et il n'y a pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrive à BNP. Je rentre d'Espagne, je vais à BNP en juin pour faire un petit rencontre physique réellement, même comme j'étais déjà embauchée. On fait un dîner, c'est là encore que je découvre une équipe merveilleuse. Très superbe équipe et tout. Donc, je pars soutenir parce que là, on est en septembre. Je commençais en septembre et je devais finir d'abord à Bordeaux. Donc, j'étais entre la soutenance, entre le début d'alternance et le déménagement parce que j'étais de Bordeaux à Paris et tout. Il a fallu gérer 3 trucs en même temps. Mais le cerveau ne doit pas craquer. Hein. Ça fait partie de la formation aussi. Et c'est quel poste effectivement que tu as à BNP? Qu'est-ce que tu fais comme mission au quotidien? Le poste en lui-même, l'intitulé, c'est la responsabilité programme. Donc, quand tu es chez un promoteur immobilier, ça s'appelle la responsable programme. Mais en anglais, ça se traduit comme project manager. Donc, c'est un responsable de projet dans le domaine de l'immobilier. Parce que le manager de projet, ça peut s'appliquer au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Au quotidien, en tant qu'archi, je travaille, ça dépend de la phase. Parce qu'un projet immobilier, ça peut s'étendre sur 2-3 en fonction de la grandeur du projet. Donc, il s'agit surtout de définir un programme architectural d'un bâtiment. Parce que l'architecte ne reçoit déjà le programme déjà défini par un cahier de charges. Un cahier de charges qui a déjà été défini par qui? Par le client.
qui a défini avec sa maîtrise d'ouvrage déléguée et tout. Donc, c'est nous qui définissons le CCTP, le cahier des charges, qu'on remet au concepteur pour qu'il conçoive le bâtiment tel que défini. Okay. Et quand il conçoit, on est encore là pour vérifier que ça respecte le programme qui a été établi selon les attentes du maître d'ouvrage. Okay. Donc, c'est ça, définir le programme, un cahier de charges, suivre le programme tel qu'il est défini, mais surtout, s'assurer que le programme va pouvoir obtenir le permis. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, le vrai défi aujourd'hui, c'est concevoir un projet qui va passer au permis. Okay. Parce qu'avec les politiques environnementales, les politiques sociales et même les budgets, on ne peut pas faire des études pour arriver à un projet et ne pas obtenir le permis. C'est une catastrophe. Donc, on doit définir le programme, s'assurer qu'on va avoir le permis. Comme on part pour le permis, au pire, un permis modificatif, mais on doit avoir un oui ou un oui mais complété. Un non c'est parce que quand tu as déjà un non sur un projet en tant que promoteur, c'est quand même l'image qui est un peu ternie. Donc voilà. Et là tu nous dis tes visées après c'est de faire un autre master. Est-ce que c'est le plan A, est-ce que c'est calé ou est-ce que tu as d'autres plans en tête? Ce n'est pas le plan A parce que le plan A d'abord c'est trouver un job, travailler d'abord parce que donner le temps un peu au cerveau de se reposer un peu. Déjà après toutes ces 9 années passées après le baccalauréat, ouais, donc c'est ça. Le plan A c'est trouver donc ça fera trois diplômes. Oui, 3 masters, un master et 2 masters spécialisés. Donc, le prochain s'il vient après parce que même en ayant déjà travaillé, hier encore j'ai reçu des étudiants de l'ESCP en homme, ils font un master, executive master. Donc, executive, c'est l'administration, c'est le master, tu apprends pour venir directement mettre en pratique. Donc, c'est les professionnels qui avaient au minimum, les conditions, c'est 5 ans d'expérience professionnelle déjà pour venir faire la formation. Donc, c'est pour dire que même après avoir travaillé, il y a toujours des formations qui sont designées pour certains professionnels de divers secteurs. Donc, après, je peux travailler après, si j'ai besoin d'une formation, je pourrais toujours la faire. D'accord. Ok. Non, mais là, c'est vraiment intéressant ton parcours. Ça veut dire que là, actuellement, il y a le plan A qui est là, c'est de trouver un job. Et toi, finalement, de ton expérience de ce que tu as fait en France, ça fait quand même déjà 2 masters que tu es en train de faire. Parce que moi, on se rend compte que la plupart de ceux qui arrivent ici se retrouvent en train de faire beaucoup de masters. Est-ce que finalement, c'est pas un indicateur pour dire que vous vous déroutez? Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le choix? Ou est-ce que c'est parce que c'est une cohérence que vous aviez pensé à la base? Ça peut être chacune de ces options, ça peut être chacun des cas, mais je pense que c'est vraiment spécifique aux personnes, ce que les gens font. Il y a des gens qui se sentent bien dans l'école, qui aiment étudier, avoir des conseils. La quête de la connaissance est toujours bien, peut animer différentes personnes à divers niveaux, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si j'avais le choix de pouvoir garder mon statut d'étudiant, je le garderais. Parce qu'en France, le statut d'étudiant est très important. C'est très intéressant. Si je pouvais le garder, je l'aurais gardé définitivement. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui fréquentent parce qu'ils ne se sont pas posé la question de savoir, ils n'ont pas anticipé, je vais faire ça. Ils arrivent au bout. À chaque fois, ils arrivent au bout, on dit, je fais quoi? Je m'en vais encore chercher une formation. La question du projet d'études. La question du projet d'études. Donc, c'est quelque chose qu'il faut définir, qu'il faut avoir. Elle n'a pas besoin forcément d'être claire à chaque niveau, mais au moins si tu ne sais pas, je me le dis toujours, si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Parce que procéder par élimination, c'est aussi une façon de choisir, avoir un plan. Tu n'es pas forcé de savoir ce que tu veux. Il y a des gens qui le savent, qui savent ce qu'ils veulent, mais tu peux aussi savoir ce que tu ne veux pas. Donc, je peux accumuler 2, 3, 4 masters. Tant qu'il y a de la logique dans les masters là, pourquoi pas? On ne cesse jamais d'apprendre. J'ai quelqu'un de 50 ans dans ma promotion. Il sait ce qu'il veut, mais c'est vrai que lui, en plus de ses 50 ans, c'est qu'il a fait une grosse période de professionnalisme où il travaille et tout. Le diplôme, c'est juste pour après avoir soit un plus gros salaire ou encore plus d'expérience et tout. Donc, avoir trop de masters, avantages comme mais n'oublions pas quand même, parce qu'il y a quand même certains étudiants qui font des masters pour garder leur papier. Oui. N'oublions pas ça. Oui. C'est l'un ou l'autre. Ça veut dire soit tu trouves le travail, soit tu continues en fait à fréquenter. Tu dois justifier pourquoi tu es dans un pays. Ça veut dire que finalement, est-ce que c'est pas une frustration d'être toujours obligé de faire ces masters-là alors que peut-être on ne les veut pas, mais parce qu'il faut juste garder ses papiers? J'ai une connaissance en Belgique qui est toujours étudiante. Elle s'inscrit toujours dans les universités pour avoir son diplôme. C'est frustrant, c'est vrai et tout, mais c'est pas qu'on ne les veut pas. C'est juste que le système ne les permet pas de rester autrement que soit en travaillant, soit en étudiant. C'est vrai, il y a d'autres types de titres de séjour. Et le secret finalement, pour toi, quel est le secret? Parce que toi également, tu es en train d'entrer dans cette boucle-là. Ça veut dire que tu as déjà fait 2 masters en France et tu t'en vas certainement vers un 3e potentiellement. Oui. Mais finalement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quel est le secret que tu donneras aux gens
pour ne pas forcément tomber dans la boucle de faire toujours des masters pour les papiers, bien évidemment. Oui, pas, pour les papiers. Pas dans le sens de la construction du projet d'études. Quand tu veux construire ton projet d'études, il n'y a pas de problème, tu peux faire autant de masters que tu veux. Mais pour les papiers, quel est le conseil que tu donnerais aux gens? À vrai dire, faire d'abord, fréquenter juste pour les papiers. Je n'ai pas envie de dire que c'est quelque part mal, mais c'est clair que tu ne seras pas à l'aise dans l'école là, parce que tu ne cherches pas le diplôme, tu cherches les papiers. Donc, te lever avec le froid en hiver pour aller fréquenter sera le plus gros défi de ta vie de tous les jours. Et tu arriveras en classe avec l'hypocrisie des gens, les problèmes et tout. En fait, c'est inutile quelque part, c'est une perte de temps. Ouais. C'est une grosse perte de temps. Donc, mais le secret, c'est quoi? Il fait quoi? Il perd ses papiers alors? Bah, s'il a déjà fait un diplôme, parce qu'il faut le dire, il y a des diplômes aujourd'hui en France qui ne permettent pas d'avoir vraiment un travail et tout. Comme mon diplôme de Bordeaux. J'ai pas envie de donner le nom, mais ce diplôme ne permet pas d'avoir l'APS. Déjà, il ne permet pas non plus de trouver un job parce qu'en fait, c'est un diplôme littéraire. En ce sens, c'est une préparation au doctorat. Donc, il y a des diplômes qui ne permettent pas cela. Donc, avant de choisir aussi, même le diplôme précédemment, tu es venu, il faut qu'il soit réfléchi et qu'il te permette d'avoir des trucs. Donc, il faut avoir les conseils, avoir toutes les informations qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. Fréquenter pour les papiers, ce n'est pas fréquenter pour l'objectif de l'école qui est d'acquérir les compétences pour pouvoir être compétent sur le marché de l'emploi à la sortie. Donc, c'est une grosse perte de temps. Le secret, fréquenter pour fréquenter. Choisis ton école parce que c'est que derrière, il y aura le métier de tes rêves, le métier auquel tu aspires le plus. Et voilà. Donc, et encore qu'aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, les statistiques montrent que peu de personnes finiront leur carrière avec l'emploi avec lequel ils ont commencé. Donc aujourd'hui, il y a les... Donc ça veut dire qu'il faut se donner quand même la chance de se réorienter s'il le faut. Oui, justement, savoir que si je prends ce diplôme, il me permettra de me retrouver dans au moins ce champ de compétences après. Donc j'aurai au moins 6 métiers après. C'est aussi toute la grâce du LMD, du système LMD aujourd'hui. Je commence ici, après le master, je fais une licence de ceci, après je fais un master, pas forcément la même chose, mais autre chose derrière qui te permet d'avoir... Donc c'est un peu ça, bien choisir ses filières et tout. Mais fréquenter pour les papiers, franchement, encore que la préfecture n'est pas facile. La préfecture n'est pas facile, même quand tu as tous les justificatifs d'école et tout qu'il faut, tu arrives dans une préfecture comme ça, tu tapes 6 mois, 7 mois sans titre de séjour, ça veut dire que tu ne travailles pas, on paye le loyer, comment on mange, comment on vit, comment et tout, tu ne peux rien faire. Donc là encore, c'est un gros risque que de fréquenter vraiment, parce que si tu bagarres pour un titre de séjour que tu veux obtenir juste parce que tu veux le fréquenter et il est même pas là, donc tu ne peux même pas te concentrer sur ton école. Parce qu'il faut bagarrer pour le titre de celui qui était ton objectif premier. Donc, quelque part, tu perds tout ton temps ici et le temps passe très vite ici. Tu te relèves un jour à 35 ans, tu es amer, ta vie n'a pas de sens, ta vie n'a pas de trucs et tout. Tu es dans le même métro, boulot, dodo, ce n'est pas sensible à toi parce que tu n'as pas de boulot. Alors, et dis-nous, finalement, et comment est-ce que tu prépares ta recherche? Quelles sont les démarches que tu fais pour préparer ta recherche de travail, de CDI, si c'est le CDI bien sûr que tu veux. Le CDI. Quelles sont les démarches que tu as effectuées à ce jour? Comment est-ce que tu prépares ça en fait, cette recherche? La première des choses, c'est mettre en place une stratégie, plusieurs. Et quand une ne marche pas, tu dois savoir que je dois l'update, je dois changer de stratégie. Là, je suis encore à ma première parce que je ne suis pas vraiment dans l'urgence. Mon titre de séjour expire après mon truc dans 5 mois encore, en novembre. Donc, j'ai quand même le temps, mais je sais que j'ai commencé depuis 1 mois. La stratégie, actuellement, je n'ai pas encore... Ça veut dire 6 mois avant la fin du titre de séjour. Oui, parce que le temps de trouver un contrat, que l'entreprise mette en place le contrat, c'est 3 mois. Et le temps encore jusqu'à arriver à ton titre expire, ça peut passer très vite. Donc, la stratégie, avoir un bon CV, comment vendre son CV, comment construire un CV. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui postulent dans les boîtes. Les CV, ce n'est plus quelqu'un qui les lit, quoi. Ah, mais tu dis ça comme ça. J'ai revu le CV d'une personne il y a quelques jours. Ah, mais c'était comme une page de journal, hein. Ouais. Parce que une page de journal, en quelqu'un fait un CV, il y a tout en même temps. Le but du CV, c'est donner suffisamment aux recruteurs pour qu'il s'intéresse à te rencontrer, quoi. Il soit intéressé de te rencontrer. Si tu lui donnes tout, il sait justement qu'elle n'a plus trop de choses à me dire. Donc, sur la base, si je peux trancher, c'est attirer suffisamment son attention pour qu'il désire te rencontrer. Quand tu lui donnes tout en même temps, c'est comme... même dans la relation, on déjà donne pas tout. Il va même pas... On donne pas tout, même quand on est en relation. On laisse... Parce que quand tu donnes tout, j'ai tout goûté. À la fin, il n'y a plus rien. J'ai déjà tout vu le fond. Donc. Ah ouais, c'est clair. Donc là, j'ai fait mon CV jusqu'ici en 1 mois.
j'ai passé 5 entretiens, ce que je trouve quand même petit. Donc, la semaine prochaine, je dois remettre en place la prochaine stratégie qui passe naturellement par une refonte du CV. Donc, parce que tu peux ne pas avoir le truc, le poste des entretiens de terrain parce que ton CV n'est pas adapté. Parce que on peut avoir un CV mais adapté pour un tel type de métier que pour un autre. Parce que on a fait plusieurs choses dans notre vie qui tous ensemble ne dressent pas bien le profil du métier que tu cherches. Donc, pour le métier, si je peux mettre telle compétence et tout, telle compétence et tout. Et aussi, il faut savoir les années de telle sorte que le logiciel puisse les lire. Parce qu'on passe à la machine, il filtre. Et après, tous les autres qui ne passent pas à la poubelle et tout, et on voit le reste qu'on lui a demandé de filtrer, quoi. Donc, c'est ça, il faut avoir une stratégie de recherche de travail. Tu n'as pas de stratégie, tu vas croire que ça viendra. Tu vas rester t'asseoir. Alors que la stratégie, c'est quoi? 2 semaines sans réponse, c'est clair que c'est mort. N'attends pas que l'entreprise va perdre son temps pour te répondre qu'on n'a pas pu te... non. C'est vrai que c'est bien moralement pour elle, mais toutes les entreprises n'ont pas ce côté soucieux de la personne que, voilà. Parce que derrière un CV, il y a quand même une personne qui attend, qui espère, mais toutes les entreprises ne répondent pas. Donc, tu dois avoir ta stratégie. Si 2 semaines, on ne répond pas, parce que c'est mort, je passe à autre chose. Donc voilà, là, je prépare. Mais c'est vraiment très intéressant, hein. Ton parcours, là, tu nous as dessiné le parcours d'un guerrier. Moi, je retiens en tout cas qu'il ne faut pas lâcher. Déjà, à partir des concours, tu as été frustré, mais tu as décidé quand même de continuer le combat. Moi, je pense que c'est très important et c'est aussi l'objectif de ce média. C'est de pouvoir communiquer sur tous ces sujets d'expérience des uns et des autres pour dire aux gens en fait que la vie n'est pas rose forcément. Elle n'est pas rose comme on peut le voir. Voilà, donc en tout cas, on arrive au thème de cet échange qui était très intéressant. J'y arrive. Est-ce que tu as quelque chose à dire à tout cela? On a quand même une audience assez importante. C'est parfois des personnes qui sont déjà en France, qui cherchent leur voie. Parfois, c'est des personnes qui ont déjà leur voie. Parfois, c'est aussi la diaspora que j'appelle la diaspora aspirante. C'est-à-dire, c'est ceux-là que nous, on accompagne pour rejoindre la diaspora parce que certainement leur projet d'études professionnelles se dressera à partir d'ici. Est-ce que tu as quelque chose à dire à toute cette foule de personnes qui nous suivent? Pour terminer cet entretien, je ne savais pas qu'il allait être aussi enrichissant et aussi parce que moi, il me permet de revisiter le livre de ma vie et un livre assez chargé. Donc, à toutes ces personnes, quel que soit votre statut, je dirais que, je vais commencer par les croyants. N'attendez pas du Seigneur en quelque sorte qu'il soit injuste, parce qu'il ne l'est pas. Tu ne peux pas vouloir quelque chose, t'attendre qu'il le fasse pour toi, alors que toi-même tu ne fais pas ta part pour l'avoir. Ne reste pas sur place, dis que je veux ça, Seigneur, donne-moi, 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 sans faire ta part. Il y a quelqu'un, quelque part, qui demande à l'avoir et qui fait ce qu'il faut pour l'avoir. Ne demande pas, n'attends pas du Seigneur qu'il soit injuste, il ne sera pas. Donc, fais ta part. Tu dois connaître quelle est ta part que tu dois faire et attendre qu'il lui fasse la sienne. Le travail est toujours avec lui, le travail est en binôme. Il a ce qu'il sait que tu peux faire et ce que lui sait que seul lui peut faire. Donc, tu dois bien sonder et savoir ce qu'il y a à faire. Donc, en plus de cela, je dirais pour les autres, pour toute autre personne, soyez fiers de vous parce que vous avez fait des choses dans votre vie. Parce que c'est aussi le piège, hein. Toujours se vilipender, dire que je ne suis bon à rien. Parce qu'il y a des gens qui se le disent dans leur cœur. Je ne suis bon à rien, je vais réussir quelque chose de ma vie. Et ça, c'est même plus violent et plus déstabilisant que même quand ça vient de l'extérieur, même de ta plus proche personne. Parce que tu es plus proche de toi, même naturellement. Donc, soyez content de ce que vous avez déjà accompli jusqu'ici. Vous avez fait des choses, vous avez fréquenté, vous avez bravé des étapes. Et il y en aura encore certainement. Et ce sont les étapes qui donnent le goût à la vie. Si je n'avais pas traversé les tumultes dans ma vie, je ne serais pas content de la vie que j'ai déjà même vécue et que je sais qui arrive encore et dont je suis tout armé pour affronter. Donc, on n'a pas encore, personne de nous n'est arrivé, personne de nous n'a atteint son terminus, son summum. Il y a encore des montagnes à gravir, mais armons-nous pour les gravir, quoi. Même par césarienne, on va y arriver. On va sortir du cancan et on va sortir la tête de l'eau. Donc, c'est la détermination. C'est la détermination. Merci, Tankelens. Merci, Estelle. Donc, en tout cas, tous ceux-là qui veulent partager leur expérience, n'hésitez pas à nous écrire. On se fera un plaisir de vous inviter, de se rapprocher de vous, alors de vous donner une invitation pour vous rapprocher de nous, pour que vous puissiez partager votre expérience aussi avec tous ceux-là qui ont besoin d'apprendre de vous. Parce que on a quand même un devoir, hein, c'est celui-là de transmettre ce qu'on a reçu gratuitement et ce que la vie nous a donné. Alors, je vous propose de partager massivement
Yeah. cette vidéo qui Share the parviendra video, certainement à please. vous. Share the C'est ça. video for other people to know what is being done here and have information, because today information is key. So let people know what we are doing here, and it may help them find their way to, as you are searching for your own way, they can find their ways through this video. So much likes, much shares, and let people know what we're doing. Yes, So yes. goodbye. Goodbye.